Bonjour à tous, on est ensemble pour 28 minutes dans Smart Tech, c'est la journée du grand débrief de l'actu. Je vous présente mes commentateurs et les sujets tout de suite après, mais je peux déjà vous révéler qu'on a un invité spécial aujourd'hui, Jean-Louis Missika, qui a eu la chance de s'entretenir avec Xavier Niel et qui a donc abouti à cet ouvrage dont on va évidemment parler. Ce ne sera pas le seul sujet non plus du jour. Allez, c'est parti pour le grand débrief. Cette semaine, pour parler de ce qui agite la tech, eh bien, j'ai convoqué la fondatrice du plus grand fonds d'investissement européen dédié à la révolution de l'éducation. C'est comme ça qu'on peut présenter EduCapital, Marie-Christine. C'est bien présenté, merci Delphine. Bienvenue. Et puis le disrupteur opérationnel, Alain Staron, qui le prouve tous les jours avec sa start-up Artifil. Bonjour. Bonjour Delphine. Alain. Et évidemment, je vous l'ai dit en introduction dans ce sommaire, Jean-Louis Missika, à qui l'entrepreneur Xavier Niel s'est confié dans un livre d'entretien même de conversation entre amis, une sacrée envie de foutre le bordel. C'est le titre du livre, à paraître le 25 septembre chez Flammarion. Bienvenue Jean-Louis également. Merci. On va confronter nos points de vue tous ensemble sur l'événement qui rassemble la tech chaque année. Ça s'est tenu hier, 18 septembre, à Paris, le France Digital Day. On aura à ce sujet Maya Noël connectée avec nous, qui était à la manœuvre, directrice générale de France Digital. On parlera donc bien évidemment, vous en doutez, de Xavier Niel en tête d'affiche, à la fois avec son livre, mais aussi avec ce one-man show à l'Olympia, hier soir. Et puis, troisième sujet, on va falloir quand même qu'on aille vite, qu'on se dépêche pour parler de l'éviction surprise de Thierry Breton. Pas un mince sujet non plus. Alors, on commence avec Maya Noël qu'on a vu à l'instant. Bonjour Maya. Bonjour. Comment s'est passé ce France Digital Day hier ? Parce que l'ambiance, j'avais peur qu'elle soit un petit peu morose quand même avec la situation économique, record de faillite dans les startups tech, cette incertitude politique. Comment ça s'est passé ? C'est vrai que la situation est un peu morose et le France Digital Day, c'est un événement qui donne le là de la rentrée, donc un peu le tempo de ce qui va se passer pour la suite. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un record d'affluence, donc je pense que les personnes qui sont venues avaient besoin un peu de savoir ce qui se passait, de comprendre un peu ce qui se passait autour d'elles, mais avaient surtout terriblement envie de se retrouver. Donc plus de 4000 décideurs étaient présents hier, plus de 30% d'investisseurs et d'entrepreneurs venus des quatre coins de l'Europe. Et surtout, on a eu différents intervenants qui ont quelque part un peu redonné espoir et qui nous ont refait comprendre pourquoi on faisait ce beau métier que d'entrepreneur. Vous avez interviewé Thomas Joly, donc le directeur artistique des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous avez appris de lui ? Pourquoi cette interview ? Pourquoi cette interview ? Parce que qu'est-ce que le métier d'entrepreneur, qu'est-ce qu'une start-up si ce n'est une envie de changer un peu les codes, de casser les codes et de voir grand. Et c'est un peu ce qu'a fait Thomas Joly lors de ces cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, aussi les cérémonies de clôture. C'est des choses hors normes qui n'avaient jamais été faites avant, donc on l'a interrogé sur qu'est-ce qui pousse et quel est le vertige qu'on ressent quand on fait ça et comment on coordonne une équipe. C'est ni plus ni moins qu'un projet entrepreneurial. Et aussi, on avait envie d'avoir un gros boost d'optimisme parce que quelque part, comme vous le disiez, effectivement, la période peut être un peu morose, quoique les chiffres montrent que les startups se portent quand même plutôt bien et sont assez résilientes. Mais on avait envie de continuer de surfer sur cet optimisme-là et de jamais voir s'arrêter ces Jeux Olympiques qui aujourd'hui laissent un héritage, je pense, hyper positif pour la France. Alors, vous avez aussi dévoilé la nouvelle liste des 251 grandes entreprises technologiques européennes qui réussissent à l'échelle mondiale. C'est ça qui est intéressant. Comment se positionne la France dans ce classement, dans cette cartographie ? Alors, c'est une liste qui n'a pas vocation à être totalement exhaustive. La chance qu'on a en France par rapport aux autres pays d'Europe, c'est qu'on a beaucoup de startups parce qu'on les connaît très bien. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, elles donnent leur chiffre d'affaires. Donc, on en a aujourd'hui plus que les autres pays d'Europe. On se porte plutôt bien, mais ça, on le savait déjà. On fait quand même partie des places les plus attractives en Europe en matière de financement et on a des très, très belles startups qui émergent. Donc voilà, la France se porte bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même si on a des très belles startups en France, si vous allez dans d'autres pays d'Europe, si vous allez en Espagne, si vous allez aux Pays-Bas, si vous allez en Suède, elles ne sont pas forcément très connues. Et c'est ça qu'on veut montrer avec ce listing, c'est qu'on a aujourd'hui de très beaux potentiels en Europe, mais qui au final gardent un déficit de notoriété, notamment face à la concurrence étrangère, la concurrence américaine. Et c'est important de les mettre en avant pour à la fois les mettre en lumière auprès d'investisseurs, auprès de clients potentiels, et de comprendre en fait quels sont leurs besoins pour continuer à grandir.
Parce que quand on interroge même les politiques, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas très bien l'écosystème national. Ça, c'est assez troublant. Marie-Christine, vous y étiez hier au France Digital Day? Ouais, j'y étais, donc c'est vraiment l'événement de la rentrée. Ça remonte le moral? Où il y a tout le monde, c'est sympa, c'est dans un lieu superbe, c'est au musée des Arts Forains en plein soleil, donc c'est très agréable. Après, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, il y avait beaucoup d'investisseurs, étonnamment. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'investisseurs. Et j'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir plus de start-up. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas assez de grands groupes. On a quand même un énorme sujet en France où ce monde de la tech, qui est quand même un monde important maintenant, on a 15 000 start-up, on a 1,3 million d'emplois. Ils ne communiquent pas assez avec le monde des grands groupes et c'est un peu le sujet de nos startups. Nos startups ne se vendent pas assez dans des grands groupes et il n'y a pas assez ce cercle vicieux, ce cercle vertueux. Voilà, on a plus le cercle vicieux, ce cercle vertueux qui existe aux US. Donc voilà, je regrette juste qu'on n'a pas assez de coopération. Des grands groupes, donc pas forcément de la tech, vous voulez dire? Oui, des grands groupes qui pourraient racheter de l'innovation. Ouais. C'est quand même ça le but des startups. C'est de s'introduire en bourse, mais là les fenêtres des IPO elles sont quand même un peu fermées. Donc c'est plutôt à un moment donné de se vendre et de créer ce cercle vertueux, de réinvestir dans d'autres sociétés, etc. Merci Maya Noël d'avoir été connectée avec nous. Cette idée que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde, ça on l'entend beaucoup de la part de Xavier Niel. Oui, bien sûr, absolument. Je pense que c'est peut-être la personne qui symbolise le mieux l'entrepreneuriat en France aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il remplit l'Olympia et qu'il est suivi par des centaines de milliers de gens sur Twitter ou sur X, je ne sais pas comment il faut dire. Oui, il y a une grosse communauté. Alors, sur la politique, est-ce que vous l'interrogez dans le livre? On passe à notre deuxième sujet. Allez, ça y est, on y va. Une sacrée envie de foutre le bordel. Donc ça, c'est le titre du livre d'entretien du fondateur du groupe Iliad, maison mère de Free, inventeur de la première box Internet. C'est le gars qui a cassé tous les prix dans les télécoms et aussi les codes dans ce secteur, et puis qui a embarqué cette communauté de fans, de freenotes, qui n'en finit pas de grossir, j'ai l'impression, puisque hier, Xavier Niel a même fait le show à l'Olympia hier soir. Visiblement, c'était absolument réussi. C'était une fête. Oui, enfin, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Vous, Jean-Louis, je ne sais pas si c'était prévu comme un coup de com' autour du livre ou une blague entre potes qui finalement s'est réalisée. Je crois que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que l'éditrice, Sophie Closet, a dit on pourrait lancer le livre dans un lieu un peu mythique comme l'Olympia. Et Xavier, il n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc l'idée d'être assis sur un fauteuil et interviewé par un journaliste ne lui plaisait pas tellement. Et du coup, c'est comme ça que c'est devenu cette espèce de show un peu délirant, potache, délirant et en même temps très amusant. Les gens étaient vraiment... Personne, je pense, n'est venu là en espérant avoir la leçon pour devenir milliardaire, mais beaucoup étaient venus là pour s'amuser. Je crois qu'ils n'ont pas été déçus. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de vrais tips pour comment devenir milliardaire. Il y en a eu quelques-uns. D'abord, il a dit que c'était par l'entrepreneuriat. C'est vrai, voilà. Alors, c'était là-dessus que je voulais faire le lien. C'est quand même pas rien. Il a dit il y a deux manières d'être... milliardaire, soit on est fils de milliardaire, soit on crée une entreprise. Soit on crée une entreprise. Voilà. Sur la politique, parce que vous le titillez dans le livre, alors ça vous tente pas une présidence de la République, pourquoi pas après tout? Alors il dit quand même que pourquoi pas maire de Paris, oui. Ville qu'il adore, mais bon, un doux rêve sur lequel il parie pas beaucoup. Mais il dit c'est pas les politiques qui changent vos vies, les politiques ils mettent des règles. Et mon œuvre c'est de savoir contourner ces règles. Vous êtes d'accord avec ça? Tiens, Alain, oui, entrepreneur. On essaie plutôt, dans ce qui nous concerne, d'être en avance sur les règles. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens là, les régulateurs, là où ils ne le savaient pas qu'on pouvait être. Il y a très longtemps, j'ai fait, Jean-Louis s'en souvient, j'ai fait de la pub pour les alcools à la télévision. C'était rigoureusement interdit. Mais je l'ai fait de manière qu'ils ne pouvaient pas l'interdire. Voilà. Donc en fait, vous êtes un voyou également, donc Alain, c'est ça? Oui, pas vraiment, un petit peu, mais enfin bon, non, c'est pas ça. On veut faire avancer le monde. On veut faire avancer le monde. Les politiques ne regardent que le rétroviseur. Ils régulent sur ce qui s'est passé. Ils n'ont pas les critères pour regarder devant. C'est les entrepreneurs qui regardent devant. Donc un entrepreneur qui regarde devant, il crée un monde pour lequel le régulateur ou le politique n'a aucun code. Ça doit devenir compliqué parce qu'en termes de réglementation, aujourd'hui, ça commence à être franchement garni dans le domaine du numérique. Oui, mais enfin, l'innovation, il faut comprendre une chose, c'est que l'innovation, par définition, c'est une rupture. Et donc, par rapport à l'ensemble des règles qui gouvernent
un secteur, hein, que ce soit le secteur des taxis par exemple, si on prend le cas de Uber, ou que ce soit le secteur de l'hôtellerie, si on prend le cas de Airbnb, vous vous rendez bien compte que ces boîtes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont contourné, ou en tout cas elles ont joué avec un système de régulation qui n'avait pas pris en compte leur existence. Ouais. Dans le bouquin, Xavier raconte qu'au moment où le piratage a commencé, le piratage informatique a commencé, il y avait zéro régulation. Et vous savez comment la justice a essayé de lutter contre le piratage? Ils ont accusé les pirates de vol d'électricité parce qu'ils se branchaient sur le système de l'entreprise et donc ils volaient de l'électricité. Et donc vous avez des jeunes gamins de 16-17 ans qui se sont retrouvés devant des flics et des juges parce qu'ils avaient volé de l'électricité, tout simplement parce que le délit de piratage n'existait pas. Et donc il a fallu ensuite construire toute une réglementation, toute une architecture juridique qui fait que maintenant, vous avez le cybercrime et la lutte contre la cybercriminalité. Alors, je voulais en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous avez fonctionné, parce que c'est vraiment très réussi au niveau du ton conversationnel. On a l'impression d'entendre Xavier Niel parler quand on lit le livre, donc ça se lit très facilement. Il ne faut pas avoir peur des gros mots. Hein. Enfin, c'est du langage, du quotidien. En fait, ça, c'est vraiment très réussi. Je sais que c'est vous qui l'avez convaincu, puisque vous le racontez dans la préface. Il vous dit, pose tes questions, puis on verra bien. Ce que ça donne, absolument. Ouais. On verra ce que ça donne. Typique de Xavier Niel, ça. Comment vous avez procédé? Vous avez eu des entretiens très réguliers, à heure fixe? Oui, bien sûr. J'ai réussi à bloquer sur son agenda pas mal d'heures d'entretien. Hein. Il y a plus d'une quinzaine d'heures d'entretien. Et on était tous les deux face à face. J'avais mon téléphone qui était posé sur la table. Et j'enregistrais nos conversations. Donc, il faut savoir qu'on se connaît qu'on se connaît depuis très longtemps, oui. Xavier et moi. J'ai été vice-président d'Iliade Free, et que ce type de conversations, on les avait avant de façon informelle. Oui. Et en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de formaliser un peu ces discussions que nous avions de façon plus informelle auparavant. Alors quand vous dites formaliser, c'est pas formel justement du tout comme forme. Si, on est passé de la parole au texte et surtout on a enregistré. Mais ça m'a amusé parce qu'il y a même un passage où vous le challengez sur et si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Alors il vous dit ce serait une super nouvelle pour Le Monde, et vous écrivez dans le livre Le Monde en italique. On comprend bien qu'on parle du journal Le Monde, mais quand même vous écrivez mais tu veux dire Le Monde le journal. C'est-à-dire que vous jouez vraiment la retranscription orale. Oui, absolument. On a essayé, c'est ce que je dis dans l'introduction, j'ai vraiment essayé de... Xavier Niel, c'est un style, c'est un ton, c'est une gouaille, c'est beaucoup de gros mots. Bon, alors, est-ce que vous gardez les gros mots, est-ce que vous ne les gardez pas? On a gardé les gros mots. Ouais. Voilà, et donc on a du con et du bordel, y compris dans le titre d'ailleurs, assez souvent mais c'est sa manière à lui de fonctionner, de garder ses racines avec la ville de Créteil, où il a vécu pendant si longtemps. Et pourquoi vous dites que Xavier Niel est rassurant? À un moment dans le je le trouve rassurant, je dis qu'il est rassurant en comparaison avec un certain Elon Musk. Voilà. Alors, c'est vrai. Voilà. Et donc je dis, on est nombreux dans le cas. Voilà. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Mais je dis oui, effectivement, que Xavier, non seulement a gardé les pieds sur terre, mais il a gardé le contact avec le monde réel. Il a gardé le contact avec les gens ordinaires. Et d'ailleurs, ça s'est vu hier. Et il le travaille même. Hein, et il le travaille absolument. Voilà, il fait en sorte de s'entourer de jeunes, de rester en prise avec ce qui se passe. Et à l'école 42, il y va régulièrement discuter le coup avec les jeunes qui étudient là-bas. Il a les catacombes. Et les catacombes, c'est pas seulement un hobby, je dirais, individuel. Il y a une communauté des catacombes. Et les gens qui visitent les catacombes, ils sont pas milliardaires. Hein. Donc, c'est pour lui une manière, justement, de garder le contact. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qu'il dit sur Musk dans le bouquin. C'est violent. Hein. Ouais. Là, ce qui m'interrogeait, c'est qu'il s'avère que je suis en train de lire un livre sur le mythe de l'entrepreneur qui prend comme exemple la mythologie autour de Steve Jobs. Est-ce que là, il y avait aussi peut-être une recherche de la part de Xavier Niel
d'une certaine postérité et le choix même. Alors, vous dites vous êtes ami d'une vingtaine d'années, vous avez effectivement travaillé de manière rapprochée avec lui chez Iliad, mais vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages, d'entretiens avec des personnalités illustres. Raymond Aron, voilà, le cardinal Lustiger. Est-ce qu'il a eu cette recherche aussi à un moment de se dire finalement c'est peut-être un objet pour la postérité? Est-ce que vous avez senti ça? Vous savez, la postérité d'un livre, on ne sait pas ce qu'elle est au moment où on le sort. Le spectateur engagé, le livre que j'ai fait avec Raymond Aron, je crois qu'on doit être à la 20e édition et on a sorti une nouvelle édition de l'année dernière. Il est traduit dans une 50aine de langues. Donc oui, effectivement, quand on fait un ouvrage comme celui-là, c'est certainement pas comme une soirée à l'Olympia. C'est quelque chose qui laisse une trace. On dit verba volent, scripta manent. Les écrits restent. Hein. Et je pense que il y a aussi beaucoup de choses fausses qui se sont dites sur Xavier, sur son séjour en prison, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit, etc. Et pour lui, c'était aussi une manière de rétablir un peu les choses et de dire sa vérité. C'est pas la vérité, mais c'est sa vérité. Et je voudrais insister aussi sur un point qui me paraît important, c'est que dans ce livre, on ne parle pas que de sa vie et de son parcours. On aborde des sujets comme l'impact des réseaux sociaux sur la démocratie, les risques de l'intelligence artificielle, les désillusions du numérique. Et là-dessus, il a des idées vraiment intéressantes, assez originales, parfois un peu provocatrices. Mais je pense que... Parler d'un bon sens geek. Le bon sens oui, geek. le bon sens, exactement. C'est pas un bon sens paysan, c'est un bon sens geek. C'est une autre forme de bon sens. Et je pense que les gens qui liront ce livre pourront aussi comprendre un certain nombre d'enjeux, par exemple le rôle de l'éducation, pour faire la transition avec Marie-Christine. Ouais. Mais le rôle de l'éducation dans laquelle il montre que l'éducation nationale et les systèmes éducatifs en général n'ont pas pris en compte la révolution de la connaissance que représente Internet et donc sont complètement dépassés. Et du coup, les enfants ne sont pas éduqués correctement aujourd'hui à cause de cette non-prise en compte de la révolution numérique et du fait que vous avez maintenant un accès à des milliards d'informations, à des milliards de connaissances sur le web et que une des principales choses que vous devez faire, c'est essayer d'apprendre à s'en servir. Absolument. Bah ça, oui, c'est un discours, je pense, qui résonne. Ah oui, qui fait du bien, non, même Marie-Christine, à entendre, surtout à l'heure où on entend beaucoup de choses sur les smartphones, c'est terminé, la guerre aux écrans, tout ça. En fait, le fond du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique, comment on l'apprivoise. J'ai bien aimé aussi cette idée que ses plus beaux moments, c'est quand il est au bureau. Voilà, entreprendre, c'est aussi être un amoureux de son il dit que c'est un jeu. Il dit que pour lui, travailler, c'est jouer, c'est la même chose, et que donc ce qui compte. Même plus marrant que le loisir des catacombes. C'est vraiment c'est là où il s'éclate. Quoi. Exactement. C'est chez il s'éclate. Peut-être vous voulez une réaction avant qu'on passe au sujet Oui, moi je trouve que c'est un esprit très libre et très impertinent. Mais c'est vraiment un esprit libre. Je trouve, moi, je l'ai bien connu aussi, puisque j'ai été à la fois concurrente. Lui, oui, alors ça c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, mais c'est vrai qu'on a vu arriver la Freebox qui faisait quand même l'Internet, le téléphone et la télé, mais c'était vraiment une disruption énorme dans ce secteur des télécoms, qui était un secteur très classique, etc. Et c'est vrai que tout ce qu'il a entrepris... C'est un scoop que j'ai sorti d'ailleurs, hein. On profite pour le rappeler, en 2002, dans SVM. Et tout ce qu'il a fait, je trouve qu'il a cassé les codes. Déjà, il casse les codes lui-même, parce qu'il n'est pas issu du Sérail, c'est pas l'X ou l'ENARC et tout. Et c'est vrai qu'il a cassé les codes. Il a cassé les codes en créant le plus grand incubateur, il a cassé les codes en créant l'école 42 totalement gratuite. Il casse les codes, et je trouve que voilà, c'est bien d'avoir une vision aussi positive de l'entrepreneuriat et des gens qui réussissent. Parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance souvent à voir les gens qui réussissent pas du meilleur œil, et souvent dans une prison dorée. Et là, on a quelqu'un quand même d'accessible. Moi, il est intervenu devant toutes les entrepreneurs de nos fonds, donc devant plus de 40 entrepreneurs vraiment en one-to-one, et c'était une bouffée d'optimisme. C'est quelqu'un de très optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses, qui voit toujours des solutions à tout problème. Il voit une solution. Quelqu'un de très optimiste et qui donne envie d'entreprendre. Alain, rien à ajouter. Alors on passe à notre autre sujet important, puisque j'ai envie de dire tableau blanc sur fond blanc. Lundi 16 septembre, Thierry Breton publiait cette image, mon portrait dans la nouvelle commission. Bon, il n'y avait pas d'image, voilà, blanc sur blanc. Donc il ne siégera plus à la Commission européenne. Dans la foulée, il a quand même publié sa lettre de démission, très amère.
Voilà, il raconte que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui a demandé a demandé à la France de retirer son nom de la liste des candidats à la Commission pour un portefeuille prétendument plus influent pour la France, alors que le 25 juillet, il était entendu que ce serait Thierry Breton qui reviendrait. Emmanuel Macron l'avait même annoncé, officialisé. Donc voilà, il évoque des tractations dans son dos, des raisons personnelles aussi. Il évoque des raisons personnelles qui n'ont pas été discutées avec Ursula von der Leyen. Alors là, je pense que ça n'a pas été discuté, mais enfin tout le monde voit à quoi on fait allusion, puisqu'il a quand même monté une fronde contre la présidence. Je voulais peut-être une réaction sur ce que ça veut dire aussi politiquement sur l'influence de la France au niveau de l'Europe. Jean-Yves Muscat, vous êtes aussi un homme politique. Ce que ça veut dire, je pense que ça traduit quand même une certaine forme d'affaiblissement de la France dans le concert européen, qui est directement lié d'abord à la crise politique que nous traversons aujourd'hui et au fait que l'Assemblée nationale n'a pas de majorité et qu'on voit mal comment à l'horizon pourrait se dessiner une majorité. Et puis aussi quand même la situation budgétaire du pays qui est de plus en plus critique, et qui fait que la voix de la France dans le Conseil européen est quand même beaucoup plus faible, beaucoup moins entendue, plus un certain déplacement du pouvoir européen vers l'Est, vers les pays de l'Est, les pays qui sont à la frontière de la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Bon, il n'y a pas que la France qui est affaiblie, l'Allemagne aussi est affaiblie, mais la France est plus affaiblie que l'Allemagne. Ouais. Et on sait que von der Leyen et Thierry Breton, c'était comme l'eau et le feu. C'était une haine inexpiable. Et von der Leyen, qui est une fine politique, à mon avis plus fine politique que Thierry Breton, a trouvé le moment, la bonne fenêtre d'opportunité pour réclamer son départ et être débarrassé d'un adversaire qui aurait quand même plombé pas mal son mandat à la tête de la présidence. En même temps, Thierry Breton, il a apporté énormément les nouvelles réglementations autour du numérique. Alors finalement, est-ce que son départ, c'est pas une bonne nouvelle pour les entrepreneurs en se disant ça va peut-être un peu être plus relax là, la nouvelle commission. Non. Le Digital Market Act c'est quelque chose de fondamental pour les entrepreneurs puisque justement ça contraint les gatekeepers à faire attention et puis on arrête la verticalisation absolue, ce qui fait qu'il n'y a plus la place pour les petits. Non, moi je trouve que Thierry Breton fait un excellent travail et c'est pas parce qu'il part que les textes sont abrogés. Donc restons là-dessus. Après, pour paraphraser Raymond Aron, on assiste à la rotation des élites. Il y avait 5 pays forts en Europe, et c'est plus les mêmes maintenant. On va vers l'Est. C'est exactement ce que tu dis. Je crois aussi que, juste un dernier mot, parce que je ne veux pas prendre la parole pour Marie-Christine, mais je crois aussi que quand même sur cette question de la réglementation, il y a une vraie réflexion qu'il faut mener. Et notamment, je pense que c'est pas tant le DSA ou le Digital Market Act qui pose problème que le document qui est sorti après sur l'encadrement de l'intelligence artificielle, de la recherche sur l'intelligence. Voilà. Et ce document-là, on a voulu le sortir le plus vite possible et peut-être que des fois, il aurait mieux fallu réfléchir à 2 fois parce que ça va inciter les startups à aller s'installer dans des pays où ils ne sont pas réglementés. À ce point-là. Il y a une lettre ouverte qui sort aujourd'hui même d'ailleurs dans plusieurs quotidiens nationaux pour demander à repenser plutôt compétitivité que réglementation sur l'AI. Je voulais avoir la réaction, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, désolé Jean-Louis, de Marie-Christine Levet. Est-ce que aussi ce départ de Thierry Breton, ça vous inquiète par exemple pour des dossiers que vous pouviez porter auprès de lui au niveau européen ? Non, pas pour des dossiers européens, mais je pense qu'il a quand même eu quelque chose dont il faut reconnaître, il a eu le courage quand même d'affronter les GAFAM et les grandes plateformes. Et ça, c'est un courage dont on a vraiment besoin. Parce il s'est vraiment pris Elon Musk de face d'ailleurs. Qui est prise par ces GAFAM, et on a besoin d'un courage politique. Après, là, c'était une décision purement politique, d'animosité énorme entre les deux, et à la fin, c'est quand même l'Allemagne qui gagne. Mais bon, là, il faut lui reconnaître un courage énorme, et il faut espérer quand même qu'on garde ce courage énorme, parce qu'autrement, il y a une mainmise quand même de la tech énorme par les GAFAM et les grandes plateformes sur tous les sujets. Il a quand même du courage sur la modération, il a du courage sur... voilà, donc il y a plein de... il faut garder ce courage européen. On voit ce courage à travers ne serait-ce que les posts d'Elon Musk qui ont été vraiment insultants. Vous avez vu les derniers échanges là ? Et le dernier est génial parce que Elon Musk lui souhaite bon voyage et il lui répond il reste des places là pour Mars parce que moi je verrais bien quelques réglementations pour là-bas.
Il garde son sens de l'humour, Thierry absolument. Breton, et puis il s'en laisse pas compter face à Elon Musk. Donc c'est un symbole aussi, finalement, de la force de l'Europe là, qui s'en va. C'est ça qu'on peut Exactement. craindre. Moi, c'est le gros danger. Si Ouais. on avait quelqu'un qui a réussi à faire face, qui a réussi à imposer des textes et qui part. Donc je trouve ça dommage. Et quant au texte sur la réglementation de l'IA, je suis entièrement d'accord. Et on assiste à ce qu'on fait au début de la conversation. Il faut réglementer, mais si on réglemente trop vite parce que la technologie va de plus en plus vite, et ben ça finit par se mordre la queue et on finit par figer le système. Et c'est un vrai risque. Stéphane faut des Séjourné champions. qui récupère une partie seulement. Non, Ouais, c'est voilà. c'est pas lui. Alors, Parce que- justement, ce que je voulais dire, c'est que En fait, je il crois que reprend pas c'est une Finlandaise je crois, Exactement. qui récupère le dossier numérique. Et elle a Elle l'air récupère le très dossier souveraineté numérique. Oui, ouais. elle a l'air très compétente et donc il faut aussi quand même lui laisser sa chance. C'est ce que je voulais Voilà. préciser, c'est que Voilà. Stéphane Séjourné, lui, récupère la place française, on va dire, mais son portefeuille sera complètement différent. Voilà, il sera plutôt sur les questions de stratégie marché intérieur. Industriel. Merci beaucoup à tous les trois, Marie-Christine Levet d'Edu Capital, Jean-Louis Messica et Alain Staron d'Artifil, de m'avoir accompagné pour ce débrief. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.